je parle de la reine de Saba, qui avait demandé ceci. Elle avait voulu prendre la parole, mais elle n'est plus là depuis pratiquement 1 heure. J'aimerais que vous nous parliez de l'éthique et la morale des cadres RHDP. Et chère mère, chère sœur, la question, je vais la reformuler de façon simple pour expliquer simplement. Vous êtes en train de nous demander si on prend l'éthique et la morale au niveau des cadres du RHDP, est-ce qu'ils agissent en tenant compte de la morale et de l'éthique? En français simple, est-ce qu'aujourd'hui, les cadres RHDP là, est-ce qu'ils essayent de tenir compte des bonnes valeurs morales pour faire la politique? Voilà la question si on la reformulait ainsi. Et donc, chers mères, d'abord, il faut définir quoi. C'est quoi d'abord la politique? Avant de comprendre, je suis en train d'aller très vite. En fait, la politique, c'est la gestion de la cité. C'est la gestion de la population. Et je ne crois pas que quelqu'un qui veut tuer la population soit quelqu'un qui veut gérer cette population. Pour devenir un politicien, ou bien pour aspirer à être un politicien et gérer les gens, il faut être d'abord quelqu'un qui a une vision plus grande que celle du peuple, qui a un amour du peuple et qui veut aussi rester dans l'histoire. Je ne sais pas si on se comprend bien. Si je veux être politicien, ça veut dire que moi, je m'assois comme Alassane Ouattara aujourd'hui. Je dis, bon, moi, mon peuple, voilà l'état où il est aujourd'hui. Je le lance dans un état de conscience de 25 ans, dans soit le plan intellectuel, soit développemental, ou bien soit même sur d'autres aspects. C'est pourquoi vous verrez que lorsque quelqu'un demande à être président, la personne devient président en fonction de ses compétences. Alassane Ouattara est un président économiste. Ça, il faut bien le retenir. Si tu enlèves l'économie dans les mains de Ouattara, là, il n'est pas plus fort que moi, éclaireur. Si tu enlèves l'économie dans les mains de Ouattara, il n'est pas plus fort que quelqu'un d'autre parce qu'un être humain ne connaît pas tout. Mais quand tu le prends en tant que président économiste, là, il n'y a pas son dé. Ça, il faut quitter devant lui. Lui-même, il va dépasser jusqu'à même la FMI, Banque mondiale. Tout le monde même dit, mais comment tu fais ça? Parce que c'est la compétence qu'il a. On peut avoir des hommes politiques qui sont des réformateurs. C'est-à-dire, eux viennent, comme par exemple, j'ai oublié le pays là. On peut prendre Mao Tse-tung par exemple. Mao Tse-tung, c'est vrai qu'il a utilisé l'idéologie communiste, mais il a transformé l'homme chinois pour le remettre au travail, casser certaines valeurs négatives dans cette société-là et essayer de pousser le peuple à aller de l'avant. Et on a des présidents qui viennent pour stabiliser les pays. Et en général, l'Occident, aujourd'hui en Occident, la majorité des présidents en Occident sont des présidents stabilisateurs. C'est-à-dire qu'ils viennent, le travail qui a été déjà fait là, leur système de développement n'a pas trouvé quelque chose d'exceptionnel. Et donc, ce qui est là, on maintient. On maintient. Ça, on peut les appeler des présidents stabilisateurs. Or, chez nous en Afrique, tout est à refaire. Or, chez nous en Afrique, même notre système de pensée, on prend avec les autres. Et donc, on a besoin des hommes forts, avec des connaissances fortes. Et aussi, parmi les présidents réformateurs, on peut trouver aussi des présidents intellectuels qui peuvent, eux, apporter de nouvelles idées, qui peuvent aider la population en général. Et donc, si tu as bien compris le sens de l'homme politique sous ces aspects-là, ça veut donc dire que c'est quelqu'un qui veut un bonheur pour le peuple. Mais est-ce que tu peux vouloir le bonheur pour quelqu'un et agir malhonnêtement vis-à-vis de la personne? Non. C'est là que la morale ou l'éthique, comme hier disait Yann, parce que chaque fois on a déjà défini ce que c'est que l'éthique, la morale, mais simplifions les choses pour dire que l'éthique c'est la conséquence de la morale. La morale c'est l'ensemble des règles qu'on édicte pour poser les barrières entre le bien et le mal. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et donc, prenons ça simplement pour dire que la morale, c'est-à-dire les bonnes valeurs, est-ce que quelqu'un qui veut venir construire une société, laisser quelque chose de positif dans la postérité, même quand lui-même ne sera plus là physiquement, on va savoir qu'il y a quelqu'un qui nous a aidés. Est-ce que cette personne-là peut agir malhonnêtement? De prime abord, non. Je dis bien à première vue, non. Parce que j'ai dit que la politique, c'est la gestion de la cité. Or, pour qu'il y ait une cité, il faut qu'il y ait des hommes. Or, les hommes n'agissent pas de la même manière. Or, les hommes ne pensent pas de la même manière. Or, les hommes n'ont pas les mêmes objectifs. Or, les hommes n'ont pas les mêmes intérêts.
Comment vous voudriez gérer des gens qui ne pensent pas de la même manière, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas les mêmes intérêts? Comment vous voulez gérer ceux-là? Même si tu as un bon cœur pour les aider, tu ne peux pas les gérer de la même manière. Celui qui te dit qu'en politique, il n'y a pas de manipulation, la personne veut être malhonnête avec toi. Mais cette manipulation-là, est-ce que forcément il faut la voir comme malhonnête ou pas? C'est là maintenant que se pose le problème entre les politiciens. Si vous prenez un homme comme Laurent Gbagbo, pour lui, la politique, c'est le flactus vocis, c'est-à-dire on dit des choses dans le vent, quitte au peuple de croire, ne pas croire, mais on lui dit ce qu'il veut entendre. On attire ses sentiments les plus faciles. Si je viens au pouvoir, vous, mon peuple, là, vous allez, je vais sur vos lames. Tout le monde va avoir du travail. Vous n'allez même pas avoir à travailler. Quand vous allez vous réveiller le matin, là, on va vous donner du lait à boire. Mais quand il vient au pouvoir, il comprend que le pouvoir est un peu plus compliqué que ça. Même si c'est ton pays là, tu es un pays pauvre, ceux chez qui tu vas aller prendre l'argent, eux vont t'imposer les règles. Donc ce qu'il vous avait dit là, il ne peut pas faire. Vous allez dire, ah, il nous avait promis, mais il nous a trahis. Oui, mais parce que vous-même là, vous aviez voulu qu'il vous trahisse. Parce que votre vision était limitée. Par contre, si vous avez un président comme Alassane Ouattara, qui fait des promesses en termes de développement et qui les réalise, est-ce qu'on peut dire qu'il a trahi le peuple? Non. Par contre, vous trouverez entre ceux qui sont malhonnêtes dans la politique et ceux qui appliquent de l'honnêteté dans la politique, vous trouverez des gens intermédiaires. C'est eux qui sont dans les petits coups. C'est eux qui pensent que non, le politicien, c'est celui-là qui est véreux, c'est celui-là qui peut faire des petits coups bas, mais quand il sort devant les gens, il met la main sur le cœur. Et donc, si on va dans cet aspect-là, en ce moment, la politique devient quelque chose de malsain. Et donc, je résume tout ce que je viens de dire là au cadre du RHDP. Est-ce que quelqu'un dont le chef Alassane Ouattara dit aller vers le peuple et eux, dans leur comportement, ne vont pas vers le peuple, est-ce que la morale ne souhaite pas qu'on respecte le chef? La morale dit il faut respecter le chef. Ces mêmes personnes, quand par exemple en 2021 ou 2022, Alassane Ouattara devrait atteindre devrait faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent, mais que les détournements massifs font échouer l'atteinte de cet objectif-là et que la Banque mondiale ou le FMI rappellent cela au président Ouattara, il faut bien se poser la question, est-ce que ce sont les gens honnêtes qui ont trahi le président Ouattara? Parce que tous ceux qui ont posé ces actions néfastes-là, qui n'ont pas pu nous conduire à cette émergence-là, ce sont les cas du RHDP. Et donc, je n'ai pas dit tous, mais en tout cas, pour ceux qui ont été déjà pris, ça veut dire que la morale ne fait pas bon ménage avec eux. Et si c'est un cas qui est beaucoup plus général, ça veut donc dire que la morale est en souffrance. Et le président lui-même en souffre. Et vous qui êtes les militants du RHDP en souffrez. Et la population ivoirienne même en souffre. Parce que, par exemple, quand on découvre des détournements offerts, ça veut dire quoi? Ce sont des routes qui n'ont pas été construites ou qui ont été faites mais mal réalisées. Et donc, le contribuable ivoirien, soit il a perdu son argent, ou bien soit on sera encore obligé encore de reprendre le même travail. Donc, ce qui devait coûter 10 francs va finalement coûter 100 francs. Et donc, avec de tels comportements, il devient un peu plus difficile. Il devient un peu plus difficile. Et c'est à cela qu'il faut dire aux uns aux autres, gérer les hommes est une chose. Et les gens se gèrent en fonction de leurs limites et de leur état mental. Cela ne vous rend pas malhonnête. On en entreprise, hein? Vous savez, quand vous avez un grand groupe d'individus à gérer, il y a des employés qui sont performants, mais qui ne respectent pas forcément les règles. Mais il y a des employés qui ne sont pas performants, mais qui sont très dociles. C'est un exemple que je prends. Mais tu auras besoin des deux en fonction de ce que tu vas atteindre comme objectif. Et donc, c'est un peu ça la gestion des hommes. Mais, ce que je veux dire pour simplifier, il faut que la morale puisse exister, même si ce n'est pas une morale religieuse ou même une morale à la manière de Kant, mais il faut qu'au moins l'homme politique mette de la morale pour pouvoir aussi lui-même se préserver de certains déboires. Et c'est pourquoi Nicolas Machiavel, dans son livre Le Prince, disait que même dans les apparences, le prince doit donner l'impression de quelqu'un qui tient aux valeurs du peuple. C'était une manière d'inviter même l'homme politique, le prince,
à essayer de jouer le jeu pour faire comprendre que la morale doit exister d'une manière ou d'une autre. C'est vraiment très important. Et donc, c'est là que j'allais m'arrêter et pouvoir passer la parole à quelqu'un d'autre. Et j'aurais souhaité que vous soyez là parce que j'ai répondu, mais je ne sais pas si vous êtes satisfaite. Et je ne sais pas si je peux vous appeler pour voir si peut-être vous avez d'autres questions à poser. Ok. Certainement que vous êtes occupé. Donc, on va passer à quelqu'un d'autre. Allô? Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir Éclaireur. Bonsoir, chère mère. Comment allez-vous? Très bien, désolé. Non, pas de Comme problème. vous connaissez les... Je me suis dit que vous étiez au travail. Oui, Oui, oui. Oui. j'ai écouté. Je suis très, très satisfaite. Mhm. J'ai posé cette question par rapport à certains de nos cadres qui n'ont pas d'éthique professionnelle. On les a mis à des postes à responsabilité. Mais ils ne font pas le boulot comme le président l'aurait voulu. Vous avez très, très bien résumé. Et c'était par rapport à tout ça, j'avais posé la question. Voilà. Et j'aimerais savoir aussi, par rapport au Burkina, est-ce que le Burkina s'est déterminé par rapport à Wagner ou pas? Vu que la Côte d'Ivoire avait fourni des armes au Burkina, et le Mali qui demande encore des armes à la Côte d'Ivoire étant sous la coupole de la Russie. Qui partent chercher les armes chez la Russie? Je ne comprends pas pourquoi ils nous demandent des armes. Voilà. Okay. J'en ai fini, je vais écouter. Ok, il n'y a pas de problème. C'était tout pour aujourd'hui. Ok, il n'y a pas de problème. Merci infiniment. Merci infiniment. Il faut dire que dans le cas du Burkina, je pense bien qu'ils ne peuvent plus aller de ce côté-là. Parce qu'on ne donne pas des armes à n'importe qui. Et dans ce qui a été signé, il a été bien dit que ces armes-là seront données, mais même ceux qui aident le gouvernement burkinabé comme les VDP, on ne va pas leur remettre ces armes-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Côte d'Ivoire craint que ces armes ne soient utilisées par des gens pour commettre d'autres atrocités. Or, imaginez-vous, Wagner, c'est une nébuleuse qui n'est pas dans un cadre international, et donc c'est du mercenariat. Et donc, à la grande différence du Burkina, les États ont des partenariats. C'est ce que le porte-parole du gouvernement a bien déclaré. Il a cité les différents programmes à l'international, au niveau régional, au niveau sous-régional et au niveau entre les États. Il a pris le soin de dire tout ça pour dire qu'effectivement, si on a donné ces armes-là, c'est dans des contextes bien donnés et dans la légalité la plus absolue. Par contre, aujourd'hui, même si Assimi demandait des armes, en l'état actuel, la Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre de lui en donner. Ça, je le dis pour la simple bonne raison que tant que Wagner est au Mali et que les autorités ivoiriennes, c'est un exemple que je prends, donner des armes, tout porte à croire que c'est Wagner aujourd'hui est plus puissante même que l'armée malienne. Et donc, on nous cite, si vous avez bien regardé l'article que j'ai lu aujourd'hui, l'armée malienne est citée dans beaucoup d'exactions. Et ces exactions-là sont réalisées avec Wagner sur le terrain. Et si le gouvernement ivoirien a cette bonne morale de dire nous ne voulons même pas que les armes soient remises au VDP, ce n'est pas quand même à l'armée malienne qui est déjà citée dans des massacres que la Côte d'Ivoire va remettre des armes. Donc je peux vous dire d'être sereine et qu'une chose est de demander, mais une chose est de savoir qui demande et pourquoi. Et quand on regarde la qualité de celui qui demande et le pourquoi, je ne crois pas que ce soit chose faisable dans le cas du Mali. C'est ce que j'allais dire.